Donc, puisque nous parlons de tueurs, on va rester dans ces énergies-là. Nous allons parler du Golden State Killer ou JSK. C'était le tueur de l'État d'or. Le Golden State était le surnom de l'État de Californie. Son nom exact, c'était Joseph DiAngelo. D'ailleurs, dans le jeu, le tueur s'appelle Joseph. Exactement, j'ai fait une très belle transition, t'as vu ça? C'était un ancien officier de police américain et tueur en série qui a sévi dans les années 1970 et 1980. Il a été appréhendé seulement quand il avait une quarantaine d'années, en avril 2018, et il a été confondu grâce à la recherche ADN par parentèle. Mm, mm. Et d'ailleurs, dans le jeu aussi, à la fin, il le dit hein, qu'il est agent de police, enfin qu'il est agent de police à la retraite, mais il est vraiment timbré. Hein. Il est accusé d'être l'auteur de 13 meurtres et d'une cinquantaine de viols et d'environ 120 cambriolages, ce qui n'est pas rien. Ils ont tous été commis en Californie entre 1974 et 1986. Le criminel est connu des médias américains sous plusieurs surnoms. Il y a le violeur du secteur, le premier harceleur nocturne, le tueur au diamant, le vandale de Visalia. Donc il avait plusieurs noms. Il a fallu plus ou moins une quarantaine d'années afin que les enquêteurs établissent ces différentes identités qui désignaient le même homme et les crimes ont été commis dans différents endroits de Californie à des époques différentes. Donc, c'était un récidiviste. L'appellation de Golden State Killer, plus récente, elle vient du livre et comment il disait qu'il disparaissait la nuit. Donc le titre, hein, c'est Je disparaissais la nuit. Et ce livre a été consacré par un spécialiste de true crime. C'était Michel McNamara qui a publié le titre en février 2018 au terme de plusieurs années de recherche. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, celle-là, ça a été tellement loin avec Christine, elle a même failli fermer son compte parce que même il y a des gens qui se disent, attendez, parce que j'ai ma langue qui me donne dans les yeux, ça fait super mal. Il y a des gens qui se disent soi-disant éveillés. Il y a des gens qui se disent soi-disant éveillés, mais en fait, tout ce qu'ils sont, ils sont là juste pour faire mousser leur ego. Et du coup, ils prennent les gens de haut et ça a été vraiment très loin. D'ailleurs, elle a pris 2 jours, elle fait encore des petites vidéos, mais elle a pris 2 jours parce qu'en fait, elle en a pris plein la tronche par une nana qui, voilà, ça devient du délire maintenant. Même quand vous essayez de montrer des bons trucs, de montrer des plantes qui peuvent vous aider à vous soigner, euh, ou qui peuvent vous apporter certaines vitamines ou remplacer certaines choses qu'on pourrait ne plus trouver dans les commerces et qui pourraient être remplacées par certaines plantes. Moi, je trouve que c'est super intéressant. D'ailleurs, je fais pas mal de recherches aussi de mon côté et quand je trouve des trucs, je vous mets aussi dans le Discord expressément parce que justement, bah, c'est important.
Après, ça dépend. Tu sais, chez nous, Jo, il y a eu énormément d'Algériens qui sont venus habiter dans nos pays, enfin de notre côté en tout cas, et énormément d'Italiens. Pourquoi? Parce que les Belges refusaient de descendre dans les mines parce que c'était trop dangereux. Et eux, ils cherchaient du travail, donc ils sont venus seuls et puis avec leur famille. Ils se sont très bien adaptés chez nous et ils se sont adaptés avec les personnes qui vivent par ici. Et ils font partie intégrante de la communauté belge du côté montois. Et ils sont outrés de voir ce qui se passe euh, ailleurs. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Jérôme. Donc après des recherches infructueuses, alors que ni son ADN ni celui d'un membre de sa famille n'avaient été retrouvés dans les fichiers ADN de la police américaine, un ADN d'un de ses cousins éloignés est finalement identifié dans une base de données d'une société proposant des services de santé et de généalogie par ADN aux particuliers. C'était la première fois au monde où une telle recherche existait, permettant ensuite de faire d'autres recherches et ce qui a permis de remonter jusqu'à lui. Sinon, il n'aurait peut-être jamais été confronté. Le 25 avril 2018, la police procède à l'arrestation dans la banlieue de Sacramento de Joseph DiAngelo, âgé alors de 72 ans, et il est inculpé à cette époque-là de meurtre. Le 29 juin 2020, il plaide coupable pour 13 meurtres et il reconnaît des dizaines de viols, bien évidemment, notamment sur des mineurs de 13 ans. Et à la suite justement de cet accord avec le procureur, il va échapper à la peine de mort. Le 21 août, il est condamné à 11 peines de prison à perpétuité consécutives sans possibilité de libération. Donc, il n'aura jamais la peine de mort, mais il a tellement eu de peine de prison que, vu son âge, eh bien, il n'en sortira jamais. Joseph James DiAngelo, né le 8 novembre 1945 à Bath, New York. Il est le fils de Kathleen Louise de Groot et de Joseph James DiAngelo, sergent de l'armée américaine. Il a 2 sœurs et un frère. Et durant son enfance, un parent rapporte qu'il est témoin du viol de sa sœur de 7 ans par des aviateurs dans un entrepôt en Allemagne de l'Ouest, au sein duquel la famille est installée. Au cours des années 1950, lors de son enfance et de son adolescence, eh bien, DiAngelo est maltraité par son père. Son père qui était sergent dans l'armée américaine. De 1959 à 1960, il fréquente le Mill Junior High School en Californie. De 1961 à 1964, il fréquente le lycée de Folsom et il joue également dans l'équipe de baseball universitaire junior de l'école. Au cours de sa scolarité, eh bien, les procureurs rapportent que DiAngelo est l'auteur de cambriolage et d'actes de torture, en rapportant également qu'il a tué des animaux pendant son adolescence. Donc il n'avait déjà pas la lumière à tous les étages. Il quitte le lycée après avoir reçu son certificat en 1964. Mais où ça va quand même aller loin, c'est qu'il va quand même rejoindre la marine américaine en septembre 1964, c'est ça. Et il avait à cette époque-là 18 ans et demi. Il va servir pendant 22 mois lors de la guerre du Vietnam.
Il était contrôleur des avaries sur le croiseur US Canberra et du destroyer US Piedmont. Il va quitter la marine en 1966. On est d'accord, ça n'a pas dû arranger les choses, c'est clair. À partir du 18 août 1968, pardon, excusez-moi, D'Angelo va fréquenter la Sierra College de Rocklin, en Californie, où il va obtenir un diplôme d'associé en sciences policières. Il va l'obtenir avec mention. Il va après fréquenter l'Université d'État de Sacramento en 1971, où il obtient un baccalauréat en justice pénale. En fait, en faisant ces études-là, certes, il commettait des infractions judiciaires, mais quelque part, il pouvait trouver une façon de contourner et de pouvoir ne pas se faire prendre. Au début, voilà, c'est ça. Et je pense que ça a fait beaucoup. Ouais, voilà, il trouvait les failles pour ne pas être pris, entre guillemets. Dans les années 1970, D'Angelo suit par la suite des cours de troisième cycle et une formation policière complémentaire. Puis il effectue un stage de police de 32 semaines au service de la police de Roseville. Donc vous imaginez, il était chargé de protéger des gens en étant lui-même un tueur. Il devient un policier en Californie, d'abord à Exeter de 1973 à 1976, date duquel il est renvoyé de la police pour avoir volé du matériel. Il y en a un qui était aux 12 coups de midi, le grelais. Ah, stage de police. Il était gendarme. Oui, mais comme quoi, hein, oui, ça ne veut rien dire. Il est donc renvoyé de la police parce que il a volé du matériel et il travaille ensuite comme mécanicien dans un entrepôt de Roseville, près de Sacramento, entre 1990 et 2017. Et puis il va prendre sa retraite. En mars 1974, c'est un jeune policier de 28 ans. C'est à cette période-là qu'il va commencer à saccager des habitations dans le but d'y récupérer des armes et de l'argent. Il est alors nommé le Vandale de Visalia. Le premier cambriolage est perpétré le 19 mars et il volera une somme de 50 $ en pièces dans une tirelire. La plupart des activités du Vandale de Visalia consistent à entrer par effraction, à fouiller, à détruire les biens des propriétaires et à disperser les sous-vêtements des femmes et à voler une gamme d'articles de faible valeur tout en ignorant souvent les billets de banque ou les articles de plus grande valeur à la vue de tous. En fait, ils prenaient comme des trophées. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Le Vandale de Visalia organise ou expose aussi souvent des objets dans la maison. Et les articles vidés, eh bien, ils comprennent des tirelires, des bocaux à pièces, des objets comme des timbres, des pièces étrangères ou des pièces historiques, des objets personnels, par exemple des boucles d'oreilles appartenant à une femme, des boutons de manchette appartenant à quelqu'un, à un homme de la maison, des bagues, des médaillons. Mais également, il volera 6 armes
et divers types de munitions. En fait, il était occupé à faire comme un genre de stock. Après, les bijoux, les trucs comme ça, c'était plus facile à revendre hein, que autre chose. L'argent, ben, je pense qu'il ne volait peut-être pas parce qu'il avait peut-être peur de laisser une trace. Vous savez, parfois, il y a des gens, ils ont des billets de banque qui sont numérotés, ils connaissent leur numéro de billet. Si vous utilisez le billet, vous pouvez être retracé. Il n'est quand même pas net, le monsieur. Ouais. Surtout qu'il m'a quand même tué 5 fois pendant le jeu, hein. J'étais à 3 secondes de terminer le jeu et il me tue tout le temps, cette espèce de Joseph maudit. Euh, et en fait, les armes et les munitions, ça va lui servir plus tard, bien évidemment. Le 30 novembre 1974, D'Angelo cambriole et saccage 12 habitations au cours de la même nuit. Euh, Quand même, il était motivé, hein, ce salopio. Dans la soirée du 5 février, D'Angelo rôde devant une résidence située comment attendez, je cherche après le nom à Whitney Lane. Oui, voilà, carrément. Et elle est habitée par un professeur de journalisme qui vit avec sa fille. Et vers 22 heures, D'Angelo pénètre sous la fenêtre de Bess, donc sous la fenêtre de la jeune fille, où il est aperçu par le père, justement. Et du coup, il va prendre la fuite. Le journaliste se rend pour porter plainte, mais demeure incapable d'établir un portrait robot en raison du peu de temps qu'il a passé avec le rôdeur, parce qu'il s'est enfui trop vite. Donc du coup, il y a une plainte qui est déposée, mais il n'y a pas de portrait robot, donc on ne sait pas comment il est. Donc impossible de faire des recherches dans ces conditions-là. Dans la nuit du 31 août, euh, comment il s'introduit aussi dans un autre domicile, celui de Patrick Manot. Il va y dérober un fusil à pompe sans être aperçu par ce dernier. Cette arme à feu a été volée et sera utilisée lors des meurtres commis par D'Angelo. En août encore 1975, D'Angelo retourne devant la maison du journaliste et il va espionner la jeune fille qui passe la soirée avec son petit ami. Là encore, D'Angelo est de nouveau mis en fuite après avoir été aperçu par la jeune fille par Bess. Donc il va vraiment insister, hein. Vous vous rendez compte qu'il s'est fait poursuivre par le père et malgré tout, il y retourne. Le 11 septembre, toujours en 1975, D'Angelo se rend une troisième fois devant la maison du journaliste. Il s'introduira là vers 2 heures du matin dans la chambre de Bess dans le but de la kidnapper. Mais c'est vraiment un psychopathe. Il est réveillé par le bruit, donc le père est réveillé et il court par la porte arrière ouverte et là, il va tomber sur D'Angelo portant un masque de ski dans son abri d'auto. Il va maîtriser sa fille par des menaces. Il va essayer de le maîtriser en menaçant de poignarder sa fille ou de la battre. C'est ça, c'est exactement ça. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Le revolver qu'il a, c'est un qu'il a volé quelques jours plus tôt. Et là, il va abattre le père qui est touché par 2 balles.
Il est ramené en titubant dans la maison jusqu'à ce que sa femme, avant de mourir de ses blessures, il va pouvoir intervenir. Et après la fusillade de D'Angelo, il va bien évidemment prendre la fuite, laissant derrière lui un vélo volé. Après le meurtre, Bess, 16 ans, va subir une hypnose pour donner des détails de son agresseur. Bien évidemment, comme il avait un masque, la police engage également plus de ressources pour l'appréhender et fixe une récompense de 4 000 $. Le portrait robot est établi en estimant que il avait les cheveux blonds, qu'il avait plus ou moins 25 ans et qui faisait entre 1,75 m et 1,80 m. Mais vous vous rendez bien compte que des types de ce style-là, il y en a plein. Mhm. Bien sûr, c'était là. Dans la nuit du 12 septembre 1975, vers 22h30, D'Angelo entre. Il a le visage masqué dans une cour arrière d'une maison et près de l'endroit où il avait déjà été signalé, c'est sur une avenue. Et lorsque le détective chargé de l'enquête et qui était en surveillance à l'intérieur du garage, il va tenter d'attraper l'homme, donc de le séquestrer, enfin de l'arrêter. Le suspect va hurler, il va enlever son masque et il va feindre de se rendre. Et là, eh bien, le policier va tirer un coup de sommation et D'Angelo va sauter la clôture de la maison. Il va sortir également un revolver et il va tirer une fois près du visage du policier et il va briser sa lampe de poche. Il y avait des officiers à proximité qui vont se précipiter pour donner de l'aide, mais D'Angelo prend la fuite. Les éléments recueillis à ce moment-là comme preuve comprennent la lampe de poche, la piste des chaussures de tennis, le butin abandonné, des timbres qu'il a déjà volés et une chaussette pleine de pièces. Donc vous vous rendez compte que il se baladait même avec son butin pour aller dans d'autres maisons. Et quand il avait failli être pris, eh bien, malgré tout, il retournait au risque d'être arrêté, puisque dans le cas de figure, il avait déjà été dans cette maison, sur cette avenue. Et le propriétaire avait déjà signalé D'Angelo. Et du coup, la police, elle surveillait pour voir s'il allait revenir. Oui, mais c'est ça, tu t'imagines. Mais là, dans le cas de figure, c'est lui qui l'a abandonné. Et c'est après cette histoire-là, à mon avis, il a dû avoir les chocottes ou il a dû se passer quelque chose, qu'il va arrêter ses activités euh, à Visalia. Mais il va recommencer ailleurs, hein, bien évidemment, hein. Là, il va arrêter à cet endroit-là. Après, il sera appelé, sans qu'on sache que c'est le même homme, le violeur du secteur Est. Et ça, ces viols, il va les faire entre les années 1976 et 1979. Donc, il va s'installer dans une région de Sacramento et ces crimes vont passer du cambriolage au viol. Le 18 juin, je pense que sa première affaire se passe le 18 juin 1976 et
il va violer plusieurs personnes jusqu'au 28 mai 1977. Il va violer et agresser sexuellement 23 jeunes filles et jeunes femmes. Et après une interruption de 3 mois, il sévit dans le comté voisin. Et le 6 septembre 1977, avant de retourner à Sacramento pour 10 agressions suivantes, eh bien, il va quand même continuer parce qu'il y en a une qui va être dérangée et qui ne sera pas mettre à exécution, mais toutes les autres, donc il va en réussir 9 sur 10. Il sera alors surnommé le violeur du secteur Est. Mais à ce moment-là, personne ne se doute que le violeur du secteur Est, c'est le même que celui qui volait à Visalia. DeAngelo commet ses viols et ses agressions de manière soutenue, au point que les enquêteurs demeurent convaincus qu'il va finir par tuer. Oui, changement de lieu, je suis d'accord, mais pas que ça. Il a changé de lieu, mais il a changé dans sa façon d'opérer. Au début, il volait les maisons. Et puis, il va arrêter de voler. Et là, il va devenir violeur et agresseur. Donc, il passe de quelque chose, entre guillemets, qui est ouf, mais de ça, il passe du vol, il passe au viol. C'est ça, il est passé au niveau au-dessus. C'est ça. C'est ça, c'est là. Dans la nuit du 2 février 1978, Brian, policier militaire à la base aérienne de Mater, et sa femme Kitty promènent leur chien dans la région de Rancho Cordova. DeAngelo rôde à proximité de leur domicile, près de l'endroit où 5 attaques du violeur ont déjà eu lieu. Il se saisit de son arme à feu et tire sur Brian et Cathy, qui sont mortellement touchés. Lors de la découverte des corps, un lacet de chaussure est retrouvé à proximité. L'enquête qui va être ouverte pour ce double meurtre est rapidement liée au violeur du secteur Est. Et c'est parce qu'il était encore dans la même zone. En fait, il se mettait dans une zone et quand il trouvait de quoi faire, eh bien, il restait vraiment dans cette zone-là. Choupi. DeAngelo va attaquer 5 fois au cours de l'été 1978 dans les comtés de Stanislaus et de Yolo, avant de disparaître à nouveau pendant 3 mois. Les agressions sont ensuite déplacées principalement dans le comté de Contra Costa entre octobre 1978 et juillet 1979. Donc, en fait, il va continuer et puis après, il va prendre une pause, comme il a fait pour les vols. Hein. Il va prendre une pause de 3 mois et puis il va recommencer ailleurs. Ça va et toi? On est occupé de parler du tueur du jeu de mercredi, puisque c'est tiré d'une histoire réelle. Le 1er octobre 1979, il s'introduit au domicile d'un couple qu'il va ligoter. Alarmé de l'entendre dire « je vais les tuer », l'homme et la femme tentent de s'échapper lorsque DeAngelo quitte la pièce. La femme va hurler et va réussir à déclencher l'alarme. Entendant le bruit, DeAngelo va prendre la fuite à l'aide de sa bicyclette et un voisin
qui travaillait en tant qu'agent du FBI, a réagi au bruit de l'alarme et va poursuivre D'Angelo, qui abandonne sa bicyclette et a un couteau en s'enfuyant à pied à travers les arrière-cours du quartier. La nuit du 29 au 30 décembre 1979, D'Angelo s'introduit au domicile de Robert, 44 ans, et d'Alexandra, 35 ans, et il les assassine à l'aide d'une arme à feu. Les voisins entendent bien évidemment les coups de feu, et ces derniers sont retrouvés morts par balle dans l'appartement. Euh, les, les liens sont défaits parce qu'au début, ils les avaient attachés, ce qui indique qu'il s'est jeté sur l'agresseur. Il y a des empreintes de pattes d'un gros chien qui sont également trouvées, qui est également trouvé sur les lieux, ce qui fait penser que le tueur avait emmené un chien avec lui. Vous imaginez? Le double meurtre est relié à l'attaque précédente par des empreintes de chaussures et de la ficelle utilisée pour attacher les victimes. Oui, elle est bleue. Ses cheveux sont blonds, mais elle est bleue. Dans la nuit du 12 au 13 mars 1980, D'Angelo s'introduit chez Charlène et Lyman dans leur maison du Ventura. Charlène est violée et D'Angelo ligote le couple, puis le saisit d'une bûche. Il va se saisir d'une bûche et il va les frapper jusqu'à les tuer à mort. Et après, il va prendre la fuite. Là, on va découvrir les corps et les policiers découvrent qu'un nœud chinois a été utilisé sur les poignets de Charlène. Le même nœud qui a été remarqué dans les attaques des violeurs du Grand Est. Et là, il a fait une erreur parce que en violant Charlène et en la ligotant de la même façon que quand il faisait ses méfaits, ils vont mettre les choses bout à bout et ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, comment un tel nœud, parce que tout le monde ne fait pas ces nœuds-là, comment un tel nœud a-t-il pu être produit? Ce n'est pas un hasard, forcément. Donc, c'est là que quand ils vont en parler, parce que bien évidemment, ça va saisir les journaux, etc., le cas va être confirmé et ça va être rendu public. Mais ça ne va pas l'arrêter pour autant. Pourtant, il devait savoir qu'il était quand même suivi au niveau des policiers. Dans la nuit du 18 au 19 1980, il va pénétrer chez Keith et chez Patrice. Ce sont des jeunes, 24 et 27 ans, et il va les tuer à coups de matraque dans leur maison. C'est dans un quartier fermé en plus à Dana Point. Et lors du double meurtre, D'Angelo viole Patrice. Donc il ne va pas violer Keith, il va violer Patrice. Le couple est retrouvé mort au cours de la journée. Et bien qu'il y ait des preuves que les poignets et les chevilles de ces personnes-là aient été liés, il n'y a aucune arme du crime ou de ligature qui sont retrouvées sur les lieux. Mais bien évidemment, puisque ça avait été mis au public, il n'a pas reproduit, bien évidemment, le même nœud. Mais ce qui va se passer, c'est que le frère de Keith, Bruce, va dépenser par la suite 2 millions de dollars pour soutenir la proposition 69 de la Californie autorisant le prélèvement d'ADN de tous les criminels californiens et de certains autres criminels extérieurs à ce département.
Dans la nuit du 9 au 6 février 1981, bien D'Angelo va reproduire ça chez Manuela. Il la viole, il l'assassine. Bien que la victime soit mariée, son mari était absent et lors du meurtre, ce dernier, lors du meurtre, eh bien, son mari, lui, il était hospitalisé. Donc, la dame était toute seule. Le corps encore porte des traces de ligature avant d'être matraqué. On ne va retrouver aucune arme du crime. Et, encore une fois, les ligatures ne sont pas retrouvées. Donc, quand ils ont rendu ce fameux nœud chinois au public, ils en ont parlé au public, eh bien, lui, il a retenu l'information et il s'est dit, il ne faut plus que je fasse ces nœuds parce que du coup, ce que je faisais, les viols et ce qui est en train de se passer maintenant, ils vont relier les deux ensemble. C'est grave quand même, hein, parce que quand vous regardez, c'était un tueur, mais il y a des tueurs en série qui ne pensent pas nécessairement à ce style de choses, mais lui, il a enregistré ce détail. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1981, Chéri et Grégory, 35 et 27 ans, sont tués à leur tour dans leur résidence. Euh, Cette résidence était située à Domingo et ils vivaient là temporairement. D'Angelo entre dans la maison par une fenêtre avant de tuer le couple par balle, puis par matraque à l'aide d'un outil de jardinage. Il s'agit des 11e et 12e victimes de D'Angelo tuées depuis 1975. Donc vous imaginez le nombre de victimes qu'il a fait. La dernière fois qu'il va frapper, ce sera le 4 mai 1986 en s'introduisant au domicile de Janelle, 18 ans. La jeune fille est seule parce que sa famille est partie en vacances au Mexique. Il la viole, il la matraque dans sa maison. Et lors de la découverte du corps, les policiers pensent qu'une clé à pipe, dont la disparition a été signalée par le beau-père, a été l'arme du crime. Donc en fait, il ne se déplaçait quasiment plus avec les armes, sauf son arme genre pistolet ou X, mais pour les matraquer ou quoi, il prenait sur place, il improvisait. Après 1986, D'Angelo cesse ses activités criminelles. Il est alors âgé de 40 ans lorsqu'il commet le dernier meurtre. C'était un assassin insaisissable. D'Angelo figure en tant que tueur en série le plus prolifique de Californie. Les policiers vont remarquer dans sa façon d'opérer que ça ne varie jamais. L'homme entre par effraction chez ses victimes. C'est souvent la nuit. Il dissimule ses traits dans un passe-montagne, puis il les aveugle en braquant la lampe de poche sur leur visage, et à ce moment-là, il les ligote. En 1997, les enquêteurs, qui n'attribuaient jusque-là que des faits commis entre 1979 et 1986, vont faire le rapprochement justement avec le violeur du secteur Est, qui eux ont été perpétrés avant, puisque c'était de 1976 à 1979. Donc en fait, quand il a arrêté de faire une chose, il est passé à autre chose. Ils avancent également que les viols et les meurtres commis par le vandale de Visalia, un peu plus tôt, donc juste avant, hein, en 1974 jusqu'en 1975, lui soient aussi imputables. Et la police va poursuivre ses investigations sur le point, comme quoi c'était la même personne. Ils vont effectuer des expertises ADN pour confirmer qu'il s'agit du même auteur.
Ça, c'est pas très difficile, hein, parce que s'ils ont relevé certains ADN lors des viols, eh bien, ils pourront le confronter. Complètement choupi. Le 6 mars 2001, les traces contenant l'ADN du tueur démontrent que le premier traqueur nocturne et le violeur de l'Est sont la même personne. La police n'est cependant pas en mesure d'établir un lien avec le vandale de Visalia du fait de l'absence d'empreintes et de traces ADN à cette période-là. Oui, parce qu'à ce moment-là, on ne prenait pas les traces ADN. Donc, du coup, oui, c'est ça. Ben, ça dépend, hein, aux USA, en général, ils sont assez actifs, hein, celle-là. Le tueur en série va être alors surnommé le tueur du Golden State, donc Golden State Killer. Quand vous regardez, il y a une série sur Netflix, euh, je vous donnerai le nom si vous voulez. Il y a une série, il a eu un livre, c'est ça. Mais oui, la Californie. Euh, une série, il a eu un livre, un jeu. Quand vous regardez les histoires comme ça, en général, elles sont toujours reprises avec des autres choses, parce qu'on veut montrer au public ce qu'ils ont fait. Après, il y en a qui sont jamais résolus, comme par exemple le col de Diatlov, puisque là, à la fin, on voit que le tueur, c'est celui qui les a fait, qui les a emmenés avec eux. Mais bien sûr, il y a un tueur américain. Alors, ne me demandez pas le nom parce que j'oublie le nom, mais peut-être que vous, si vous circulez sur les réseaux sociaux, que vous avez retenu le nom de ce tueur. Je pense qu'il y a un an, il était encore dans les tribunaux et c'était un gars avec une belle gueule, hein. C'était vraiment le gars avec une belle gueule. Eh bien, il y a des gens sur Internet euh, qui défendaient ce meurtrier. Pas nécessairement. Hein. Oui, mais après, c'est mis en lumière, certes, mais après, c'est bien quand même de savoir que et de se rendre compte que en fait, il y a beaucoup plus de tueurs que l'on ne veut le dire. Quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, on parle toujours des mêmes tueurs ou de ceux qui ont. Moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire, hein. Je n'en ai jamais entendu parler et pourtant, j'ai même vu un reportage d'une Française qui écrivait à un tueur aux US et elle dit qu'elle allait se rendre aux US pour se marier avec. Ça doit être lui. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, Ça doit être lui. En fait, ce tueur-là, enfin ce criminel-là aux USA, il a été condamné, je pense que c'est l'année passée, et il avait des fans juste parce qu'il avait une belle petite gueule. Il y avait des femmes qui en étaient amoureuses et qui le défendaient sur les réseaux sociaux. Exactement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Stella. Mais je sais plus c'est qui a un nom du tueur.
Je sais plus c'était qui. Mais ça m'avait. Je me rappelle que quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'avait choqué. J'ai vu ça sur Insta, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça partout en fait. Ces nanas, elles défendaient ce gars bec et ongles alors que c'était un tueur, juste parce qu'il était mignon. Voilà. Petit mignon, un tueur reste un tueur. Oui, mais au-delà de ça, même au-delà du physique, Stella, je pense que c'était un tueur de femmes. Oui, c'est ça. Tu as une gueule d'ange et une véritable poiture. Mais c'était ça en fait. Il avait une gueule d'ange, mais je ne me rappelle plus du tout du nom. Ça ne me revient plus. Vous avez dû voir, hein. Si moi j'ai vu, vous avez dû voir aussi. Je suis certaine. Je suis certaine. Il avait plein de tatouages, même le gars, mais j'arrive plus à revenir du tout sur le nom. Je saurais plus vous dire. 22h22. Une fois, c'est moi qui l'ai vu. Ben, regardez mon chat, hein. Mon junior, il a une gueule d'ange, mais c'est un démon. Essayez de l'attraper pour le mettre dans la boîte à chat. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. D'où l'expression ne juge pas le livre à sa couverture. Faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur du livre. C'est ça. Ah oui, mais là, c'était la grosse erreur, hein. Il y en a aussi qui le trouvaient pas mal, hein, physiquement, hein, aussi, hein, lui, hein. Mais ça, c'est encore différent. C'est un tueur à grande échelle, mais autorisé, hein. La culture de l'apparence, ça ne donne rien de bon, non, je suis d'accord avec toi. Toi, tu dis Burke. Euh, comment je pourrais vous dire, sans donner de nom ni de parti, mais celui qui est là, qui a remplacé la dame, là, vous allez peut-être comprendre. Lui aussi, il a une belle gueule. Lui aussi, il a une belle gueule et on vous le montre pourquoi. Mais parce que tout le monde espère que c'est lui qui va passer. C'est ça? Oui, c'est ça. Tout est lié à l'apparence, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, les personnes qui sont authentiques et qui font les choses comme ça parce qu'elles le sentent ainsi, bah, ah oui, mais lui, c'est vieux, ça. Oui, mais tu peux pas accorder ta confiance à quelqu'un qui a une belle gueule. C'est bien d'avoir une belle gueule, d'être mignon, ou d'être mignonne, ou d'être beau, ou d'être belle. Mais si derrière, il n'y a rien, ou si justement il y a quelque chose, mais complètement détraqué, ça vaut bien la peine d'être beau si tu as une crapule à l'intérieur. Oui, c'est ça, mais de toute manière, c'est fait exprès, ça. Mais c'est pour vous montrer, vous dire que lui, on l'a mis en avant parce qu'il avait une belle gueule. Qu'est-ce que vous croyez? Ça aurait moins bien marché si ça avait été un mec avec une tête lambda, quoi, quelqu'un qui passe partout. Ça n'aurait pas fonctionné de la même façon. Voilà, c'est ça. Il y a les valeurs, il y a le cœur, il y a plein de choses qui vont à côté.
l'authenticité de la personne, tout, le tout complet. C'est comme les nanas. Vous pouvez avoir des nanas qui sont très belles et très connes, qui comprennent rien. Comme on dit, les blondes, les vraies blondes. Quand on dit, ouais, celle-là, elle est blonde. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Exactement, je suis d'accord avec Caro. L'authenticité, la culture, l'humour, les valeurs. Si la personne, elle a une belle gueule et que à côté de ça, il n'y a rien d'autre, ben, tu vas t'ennuyer au bout d'un moment. Voilà. Faut avoir de la conversation. Si la personne qui est en face de toi, elle a jamais rien à dire parce qu'elle ne comprend rien ou qu'elle est complètement vide dans son cerveau, ben, donc pour en revenir à notre tueur, le 6 mars 2001, je ne me rappelle plus si je vous l'avais dit que si hein, je vous ai parlé des traces d'ADN. Le 6 mars 2001, les traces contenant l'ADN du tueur démontrent que le premier traqueur nocturne et le viol du secteur S sont la même personne, mais on n'arrive pas à les raccorder au vandal de Visalia. Donc jusqu'à ce moment-là, tout est normal. Et là, il sera appelé le Golden State Killer, donc le tueur du Golden State. Les policiers à ce stade-là envisagent que la fin des crimes coïncide possiblement avec la mort de l'hypothétique tueur. Toutefois, les enquêteurs reçoivent le témoignage d'une ancienne victime qui va signaler avoir reçu un coup de fil du criminel le 6 avril 2001 lui demandant si elle se souvenait de son agression. Et là, Joseph D'Angelo va être arrêté devant son domicile de Citrus Heights, dans la banlieue nord de Sacramento, en Californie, le 25 avril 2018, avant d'être placé en détention pour ses crimes. Il est divorcé à cette époque-là de 3 filles. Et père de 3 filles, qu'est-ce que je raconte moi? Il vit avec l'une de ses filles et une petite fille lors de son arrestation. Donc vous imaginez que malgré tout ce qu'il faisait, il vivait avec sa fille et une petite fille. D'Angelo fait l'objet de nombreux chefs d'accusation dans plusieurs comtés californiens, dont ceux d'Orange et de Ventura. Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur de 13 meurtres, d'une cinquantaine de viols et parfois avec des circonstances aggravantes et plus ou moins d'environ 120 cambriolages. Il est placé en détention en prison du comté de Sacramento. Le 29 juin 2020, il va plaider coupable pour les 13 meurtres. Il va reconnaître les dizaines de viols qui sont prescrits, bien évidemment, parce que le temps est passé, notamment même sur des mineurs de 13 ans. Donc, ça ne sera pas que sur les personnes qui ont porté plainte. Il va y avoir aussi sur des jeunes enfants, des mineurs. À la suite d'un accord avec le procureur, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'aura pas la peine de mort, mais il sera accusé pour 11 peines de prison. Et du coup, il sera perpétuité, hein, parce que quand
Vous savez, quand vous avez des peines de prison, elles viennent se rajouter les unes à l'autre. Donc même s'il a eu 20 ans pour une, et encore 20 ans pour l'autre, et encore 20 ans pour la suivante, et encore 20 ans pour la suivante, voilà. Oui, c'est ça, il cumule. Voilà. Donc là, c'est fini, c'est mort et il ne sortira jamais.